ce pâté de campagne, c'est une pure merveille. Regarde, regarde. Tu boiras et tu mangeras quand tu auras parlé. 48 heures de diète n'ont jamais tué personne, monsieur le commissaire. De plus, c'est excellent pour la santé. Allons, un bon mouvement parle. Mais voilà 2 jours que vous me posez les mêmes questions. Je vous ai dit tout ce que je savais. Oh, je ne peux plus, moi je ne peux plus, je ne peux plus. Ça va, non. C'est très mauvais pour les nerfs, monsieur le commissaire Leland. Ça suffit, ça suffit. Tiens, tu vas voir. Tu vas voir. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai. Ben, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai, que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. C'est pourtant vrai qu'il était faux. Oui, enfin bon, tu mens. Il ment. Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Oh non, ça suffit, tais-toi. Non, écoute. Je ne te permets pas de me vouvoyer. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffit, hein. Ça suffit, là. Écoutez, visiblement cet homme est épuisé, il ne peut plus suivre un raisonnement logique, alors nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors messieurs, ramenez-le dans sa cellule. Aujourd'hui, une fois de plus, je ne vais pas chercher la polémique. Je ne vais pas condamner tel ou tel. Je vais me contenter de vous montrer l'absurdité de ce que la science nous propose pour vrai. Je vais pointer du doigt les zones de mensonges et d'illusions de ce monde, l'étendue abyssale de l'industrie du faux. Je vais vous inviter au questionnement, à la remise en question, à vous interroger sur le cadre qu'on nous propose depuis l'enfance. Je vais vous encourager aussi à entrevoir le moment où nous devrons tous unir nos forces, où que nous soyons sur cette planète, car tout s'accélère et nous sommes déjà à la lisière de la 3e Renaissance. On me reproche souvent de ne pas donner de référence. En tant que robots humains, nous avons en effet tous besoin de références et de preuves pour nous rassurer. Cela fait partie de notre programmation primaire. Mais au fond, quelle source, quelle référence sommes-nous en droit d'attendre? Le fait que telle ou telle sommité ait dit la même chose un peu plus tôt est-il une garantie de crédibilité? Avons-nous besoin de nous en remettre toujours à une autorité supérieure, reconnue, pour nous guider vers la vérité, vers la lumière? Et ces autorités, elles ont été elles-mêmes reconnues par quelles instances supérieures? Et ces instances, par quelles institutions ont-elles été reconnues? Et quel organisme encore supérieur a-t-il reconnu l'institution qui a reconnu ces instances? L'imposture n'est pas un phénomène historique, ça n'a jamais été autant d'actualité, simplement de par l'évolution en fait de la méthode scientifique. Aujourd'hui, le nombre de disciplines s'est démultiplié. Ouais. Les champs de recherche sont d'une précision ingérable pour les dirigeants et les. Il faut des résultats. Il faut des résultats, et donc on impose des publications et des découvertes aux jeunes chercheurs qui sont donc pour le coup tentés de plagier ou d'inventer des résultats. On n'a jamais eu autant d'imposture, de fraude, ce qu'on appelle en fait d'inconduite scientifique depuis les 10 dernières années. Si nous vivons dans un monde de mensonges et de menteurs, d'imposteurs, comme je le prétends, en quelle source pouvons-nous faire confiance? Je vous ai déjà expliqué que les mensonges s'empilent les uns sur les autres et qu'un premier mensonge impose des mensonges toujours plus grands. C'est affreux, l'amour en vrai. Tout va bien, on est en vie. Et en un clin d'œil, tout s'arrête. Maman, l'infirmière. Les fonctions vitales se dégradent. Oh, maman. Maman, écoute-moi. Écoute attentivement. Tu as tort. Après la mort, ce n'est pas ce que tu as dit. Ce n'est pas le néant pour l'éternité. Tu vas aller où tu préfères, n'importe où dans le monde. Et tu y reverras tous ceux que tu as aimés et tous ceux qui t'ont aimé. Tu vas retrouver ta jeunesse. Tu vas courir et gambader comme avant et tu danseras.
Avant, tu dansais. Il n'y aura plus de douleur. Que de l'amour. Et du bonheur. Et là-bas, tout le monde a un joli manoir. Et ça durera pour l'éternité. L'éternité, maman. Tu salueras papa pour moi. Dis-lui bien que je l'aime. Continuez. Dites-nous ce qui se passe d'autre. Maman. Je vais revoir ma mère quand je serai morte, c'est génial. Dites-nous en plus, s'il vous plaît. Ce besoin de référence est en réalité une illusion fractale de plus qui répond à cette puissante programmation de l'homme. Nous ne nous sentons jamais aussi bien qu'au sein du troupeau dans lequel nous nous reconnaissons et qui nous a reconnus avec un berger qui veille sur nous et qui nous dicte ce qu'il est bon de faire, de dire, de croire et de penser. Moutons dociles ou moutons récalcitrants, nous sommes finalement tous des moutons de Panurge, heureux d'appartenir au troupeau. Il y a 24 heures encore, Mark Bellison n'était rien qu'un petit auteur complètement inconnu. Aujourd'hui, il est l'homme qui nous a révélé que, contrairement à ce que l'on pensait, il y a une vie après la mort. Si vous êtes ici, c'est sans doute parce que vous avez entendu parler de mes propos de l'autre soir, quand j'étais avec ma mère. J'ai des informations de toute première importance qui portent sur ce qui nous attend après notre mort. Tout ce que vous devez savoir est écrit sur ces boîtes de pizza. Numéro 1. Il y a une personne dans le ciel qui supervise tout ce qui arrive sur Terre. Un manoir pour tous. La NASA recherche l'homme dans le ciel. Enfin, une raison de faire le bien. L'homme dans le ciel donne encore le sida à des bébés. Tsunami, l'homme dans le ciel tue 40 000 personnes. Quant aux preuves, malheureusement, comme je l'ai expliqué, quelle qu'elle soit, si la motivation est là, s'il y a un mobile, et il y en a toujours un, alors les faussaires se chargeront de les fabriquer. Aujourd'hui, je sème des graines. Certaines prendront, d'autres pas. Je n'impose rien. Je navigue d'une question à l'autre avec mes petits cailloux, et c'est vous qui êtes la référence, la source. C'est vous qui vous posez des questions, qui trouverez vos propres références au gré de vos recherches, et vous penserez alors à mes cailloux, et ils prendront alors tout leur sens. C'est ainsi que doit se faire le chemin, la quête. Nous sommes des petites unités de programme. À nous de réécrire le programme global tous ensemble. Je n'ai pas toute la connaissance, je n'ai pas la vocation de vous servir la vérité toute cuite. Je revendique le droit à l'erreur. Je ne suis pas en opposition et je ne cherche pas à diviser ni à mettre en opposition les uns et les autres. Je suis en résistance contre un système qui nous soumet, qui nous rend malades, qui nous rend bêtes et nous déshumanise. Dans un monde qui marche sur la tête, où tout se retrouve à l'envers, où nous regardons les choses à travers le miroir qu'est notre ego, je fais le choix de regarder à l'envers les choses qui paraissent acquises et qui sont tenues pour certaines, car je sais que j'y trouverai plus de vérité que n'en recèle toute la science. Dans cet épisode, nous allons surtout aborder des questions existentielles importantes. Même si ces domaines métaphysiques vous touchent un peu moins, vous y apprendrez pas mal de choses. Et puis,
je vous réserve quelques perles dans la foulée, histoire de, après tout, comme on dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien, et quand c'est la NASA qui régale. Alors, eh bien, rentrons dans le vif du sujet. Il est temps pour moi d'essayer de vous transmettre ma façon de voir la Terre, puisque, comme je vous l'ai dit, je pense qu'elle n'est ni plate, ni ronde. Mais avant ça, il faut que je vous raconte une petite histoire. C'est l'histoire de Jacques Bergier, auteur français, né en 1912, très respecté par le camp des moutons récalcitrants, mais aussi par les autres d'ailleurs. Avant la guerre, il est ingénieur chimiste. Il a fait ses études à la Faculté des sciences de Paris et à l'École nationale supérieure de chimie. Licencié S-Sciences, il se consacre à la recherche scientifique, notamment à la chimie nucléaire. L'aventure poétique dans laquelle nous sommes aujourd'hui embarqués, voilà maintenant un vivant qui va vous en parler. Jacques Bergier, spécialiste de physique nucléaire, certificat de service exceptionnel délivré par le président Truman, décoré par la France, décoré par la Russie, membre de l'Académie des sciences de New York, savant, vulgarisateur, poète, expert en réalité, parce que la réalité est fantastique. Jacques Bergier, depuis 5 ou 6 ans que nous travaillons ensemble, je crois, vous n'avez jamais cessé de m'étonner par l'étendue et par la variété de vos connaissances. Vous êtes la plus grosse tête chercheuse que j'ai jamais rencontrée. Et des savants, des philosophes, des journalistes, des vulgarisateurs font appel constamment à l'énorme bibliothèque qu'il y a dans votre crâne. Bref, du lourd le monsieur. La guerre éclate, son destin bascule, Jacques fera le parcours parfait du héros de la Seconde Guerre mondiale, il entre en résistance, on raconte que c'est son réseau à Lyon qui est à l'origine du bombardement de la base d'expérimentation de Pinmude, où les nazis et Werner von Braun testaient les fameuses fusées V2. Il sera arrêté par les Allemands, torturé à de nombreuses reprises et déporté en Allemagne jusqu'à la fin de la guerre. Après la guerre, agent secret, il aurait dirigé la branche française du Centre interarmé de contre-espionnage allié et il aurait également fait partie des services britanniques de contre-espionnage. Alchimiste à ses heures, Jacques Bergier est un libre penseur, original, et il est plutôt bien informé. Il a ses entrées dans de nombreux cercles. Il avait aussi d'ailleurs un accès direct à Charles de Gaulle et côtoyait les plus hauts sommets de la science de son époque. Il entretient évidemment de très nombreuses amitiés avec des savants et auteurs du monde entier, et parmi eux, eh bien quelqu'un que nous connaissons bien, lié à l'histoire ou, devrais-je dire, au spectacle de la conquête spatiale, un certain Arthur C. Clarke, auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace, qu'il rencontre dès 1941. Plat ou rond, une chose est sûre, le monde est petit. Et voici donc ce que nous dit avec une sorte de légèreté toute d'intelligence notre ami Jacques à propos de la planète bleue en 1974 dans son livre « Visa pour une autre Terre ». Je cite « L'on trouvera dans les illustrations de ce livre la reproduction d'une carte du monde datant du XVIe siècle. Elle représente une région connue et tout autour des ténèbres peuplées de monstres. Nous sommes tous tout à fait sûrs que nous sommes beaucoup plus forts que ceux qui ont dressé ces cartes. Nous sommes tout à fait sûrs qu'il n'y a pas sur Terre de continent ou même de grande île inconnue. Nous sommes sûrs que nos beaux globes terrestres représentent notre planète telle qu'elle est. Eh bien, je n'en suis plus tout à fait certain. Je me souviens très bien encore de l'époque, il y a une dizaine d'années, où je me moquais de René Guénon, lorsque celui-ci affirmait que la géographie de la Terre est beaucoup moins bien connue que le dit la science, qu'il y a des régions où l'on peut aller et on peut revenir, mais qui ne sont pas représentables sur la carte. Je m'en moque moins depuis mai 1970, époque où j'ai appris de la bouche
d'un éminent représentant de l'autorité spatiale américaine que sur 250 000 photos de la Terre prises par des satellites artificiels, une seule montre des traces de l'activité humaine. Ce chiffre a été confirmé officiellement. Arthur C. Clarke le cite dans son plus récent ouvrage et la NASA a même publié une brochure intitulée « Y a-t-il des traces de vie sur Terre ?» De sorte que je ne ricane plus sur la tradition sur Avalon et sur Tirnam-Béo, sur le royaume du prêtre Jean, sur la géographie sacrée. J'estime qu'il y a une possibilité pour que ces idées ne soient pas des légendes et pour que la belle forme ronde de la Terre ne constitue qu'une seconde approximation, la forme plate étant la première. Mais comment serait-il possible que la Terre ne soit pas ronde ? Il est difficile de répondre à cette question sans rentrer dans des mathématiques extrêmement compliquées. Mais disons tout de même que les mathématiciens connaissent ce qu'ils appellent des surfaces de Riemann, qui sont composées d'un grand nombre de couches qui ne sont ni les unes au-dessus des autres, ni les unes au-dessous des autres. Elles occupent simplement le même espace, un espace plus compliqué que l'espace que nous concevons habituellement, un espace qui ne peut être décrit que par des fonctions d'une variable complexe. Quelle mouche a piqué ce Français qui se permet ici de lâcher des secrets américains très sensibles, secrets qu'il tient de confidence de ses vieux amis de la Résistance et qui sont des hauts initiés de la NASA. Car c'est exactement ce que fait notre ami Jacques. Sans en avoir l'air, il nous livre un secret inavouable, celui de la forme du monde dans lequel nous nous trouvons. Et depuis quand a-t-il remis en question la forme ronde de la Terre ? Il nous dit que c'est depuis mai 1970, c'est-à-dire moins d'un an après la controverse des missions Apollo 11. Et voici ce qu'ajoute Bergier quelques lignes plus loin. Si la Terre est une surface de ce genre, si fantastique que cela puisse paraître, il est possible qu'il y ait des régions inconnues, inaccessibles normalement, qui n'existent pas sur un globe ou sur une carte, mais qui existent pourtant en réalité. Nous n'en soupçonnons pas l'existence, pas plus qu'on ne soupçonnait l'existence des microbes ou des radiations invisibles du spectre lumineux avant qu'on ne les découvre. L'idée, bien entendu, paraît fantastique, comme d'ailleurs toute idée nouvelle. Je ne la présente pas comme une révélation. Comme toutes les idées contenues dans ce livre, je la présente comme un jeu de l'esprit, une façon d'aller au-delà des frontières ordinaires de notre imagination et de s'élargir les idées. Alors, la dernière phrase est très révélatrice. Le fait que Jacques Bergier se sente obligé de préciser que cette idée n'est pas une révélation mais un jeu de l'esprit est pour moi un aveu. C'est ce qu'on appelle une précaution d'usage, auquel tout auteur a recours lorsqu'il sait qu'il est en train de jouer avec le feu et que les informations qu'il ne peut pas s'empêcher de lâcher, tellement ça le démange, le placent sur une frontière trouble et dangereuse qu'il n'est pas prudent de franchir. Je vous rappelle que le livre paraît en 1974, à peine 2 ans après la fin des missions Apollo. Ce que Bergier semble nous confier comme un jeu, sur un ton badin même, il le tient de ses amis et sans doute de son vieux camarade de combat Arthur C. Clarke, lequel était, on le sait bien, directement informé des secrets les plus sensibles de la NASA. Que nous dit encore Jacques Bergier sur la Terre ? Les seuls documents réellement scientifiques que l'on possède sur la question, ce sont les 250 000 photos de la NASA qui ne montrent pas la Terre telle que nous la connaissons. Le phénomène paraît commencer vers 300 km d'altitude et s'accentuer davantage vers 1000 km. Tantôt, on ne retrouve pas les continents, tantôt on en voit d'autres. Une photo particulièrement curieuse recouvre l'emplacement de la grande ville industrielle américaine de Détroit. Aucune de ces photos n'a été jetée, elles sont toutes dans les archives de la NASA et peuvent être consultées. À mon avis, ici c'est un appel. Jacques Bergier ne comprend pas très bien ce qu'il doit interpréter des photos qu'il a vues ou qu'on lui a décrites. Mais il nous invite à aller y regarder de plus près,
vraisemblablement, il n'est pas totalement initié au secret et il ne soupçonne pas l'inimaginable. Il n'est pas loin de la vérité lorsqu'il ajoute « Il paraît certain que les astronautes voient infiniment mieux que l'on aurait cru, infiniment mieux même que les lois de l'optique leur en donnent le droit. Les croquis faits par les astronautes devraient aussi être examinés avec soin, surtout lorsqu'ils montrent des villes que l'on ne retrouve pas. » Personnellement, ces croquis dont parle Bergier me font penser aux croquis réalisés par Thomas Pesquet alors qu'il était sur Soyouz en route pour l'ISS. J'ai toujours été intrigué par la motivation de ces croquis. Pourquoi ne pas prendre des photos, tout simplement ? Entendons-nous, la question n'est pas de savoir ici si Thomas Pesquet a rejoint l'ISS. Je m'interroge sur ces histoires de croquis déjà présents, donc dès le début de la conquête spatiale. Lui a-t-on demandé de faire des croquis car c'est le seul moyen d'obtenir une représentation conforme de la Terre lorsque on s'élève au-dessus d'une certaine altitude ? Les appareils photo étant, pour je ne sais quelle raison, inopérants ? C'est une question qui vient légitimement à la lecture de ce passage. Ces croquis sont d'autant plus curieux de la part d'un Thomas Pesquet qui allait, une fois à bord de l'ISS, se métamorphoser en expert de la photographie. Et Jacques Bergier, de conclure, « Tout ce que j'espère, c'est qu'un certain nombre de lecteurs regardant un globe terrestre concluront peut-être que ce n'est pas le dernier mot de la science. » Pas mal de gens se sont moqués de l'image d'un monde à la Pac-Man que je proposais lors d'un épisode des Rendez-vous avec Rock. À la décharge des moqueurs, je n'avais pas pris la peine ni le temps de développer cette idée et il n'est pas évident de comprendre ni d'intégrer certaines notions liées aux autres dimensions et autres mondes invisibles. Mondes dont beaucoup ignorent non seulement les interactions avec notre réalité, mais aussi carrément se refusent d'admettre l'existence. Je savais, en affirmant que nous étions dans une réalité 2D et que nous projetions notre réalité 3D à l'intérieur de nous, dans nos consciences, et que via notre ADN, notre cerveau décryptait les informations sous la forme d'hologrammes pour restituer un monde en relief, je savais que j'allais m'exposer à l'incompréhension et à la moquerie. Pourtant, on ne peut ignorer ce débat du principe holographique. De nombreux travaux scientifiques publiés suggèrent que dans les premiers stades de l'univers, notre monde fut projeté en 3 dimensions à partir d'un hologramme à 2 dimensions. Le professeur Skenderis de l'université de Southampton propose également la même chose. Imaginez, dit-il, que chaque chose que vous voyez, sentez ou entendez en 3 dimensions émane d'un champ plat en 2 dimensions. En fait, la question que se posent encore les scientifiques, c'est comment s'est opérée cette transition entre les 2 univers. Selon moi, la réponse est contenue dans l'ADN. Ceux qui connaissent mon livre savent le rôle majeur que je lui attribue. La théorie de la Terre plate est pertinente dans le sens qu'elle nous oblige à nous poser des questions existentielles qui touchent à l'espace et au temps. Où sommes-nous ? C'est-à-dire, dans quoi sommes-nous ? C'est la question du contenant, car pour qu'il y ait quelque chose, il faut bien que cette chose soit contenue quelque part. Alors si je peux dire que je suis dans ce studio, que ce studio est à Paris, que Paris est en France, etc., au bout du bout, il me faut bien admettre que la question impose une réponse fractale. C'est comme de regarder à l'intérieur de soi, et le résultat fait penser à 2 miroirs qui se font face. Concernant le problème du temps, voici la question. Quelle est l'origine des choses ? Dans ce monde 3D, tel que nous le percevons avec nos 5 sens, il faut bien qu'il y ait une origine, une cause à toute chose, un précédent. Et là encore, nous débouchons sur la réponse fractale des 2 miroirs qui se font face. Cela nous prouve que nous vivons dans une réalité où l'essentiel est invisible pour les yeux. Ce n'est pas un monde de matière contrairement aux apparences, c'est un monde de fréquences, d'ondes, d'énergie et d'information. Et partout où l'on se penche,
on retombe toujours sur ce même questionnement qui nous désarçonne. Comment expliquer par exemple le fonctionnement d'un objet aussi quotidien et banal qu'un ordinateur? Comment concevoir que des cartes, des puces, des circuits et des diodes, de la matière en somme, soumise à des impulsions électriques, tout comme notre cerveau, puissent à ce point imiter et servir d'extension à notre intelligence? Et je ne parle même pas ici de notion de temps. Car comment comprendre que cette technologie, sortie de nulle part, ait pu, en seulement quelques décennies, connaître un tel bond en avant? Et puisque j'aborde le sujet de l'invisible, il est intéressant de noter que les médiums et tous ceux qui pratiquent le voyage astral ont toujours vu la Terre ronde depuis l'espace, lorsqu'ils étaient en sortie de corps. Je n'ai jamais entendu aucun clairvoyant affirmer avoir vu la Terre plate, ou du moins une Terre ne ressemblant pas du tout aux photos, dessins de la Terre que nous présente la NASA. Pour moi, c'est un indice révélateur. Cela me conforte dans l'idée que l'astral, le haut astral comme le bas, font bien toujours partie de la matrice artificielle et qu'une fois morts, nous restons attachés à notre programmation mentale. Le paradis que nous font miroiter de nombreuses religions n'est qu'un leurre supplémentaire, une autre illusion, et même mort, avec notre corps astral, nous conservons nos 5 sens et notre vision reste limitée. Nous sommes toujours enfermés dans cette matrice 2D, sur une autre fréquence, certes,
enfermé tout de même dans un piège dont on ne s'échappe pas si facilement. Bon, oh là là, Roch, là, attends, arrête avec tes digressions, là, tu nous saoules avec ta philosophie de bazar, on veut du concret, nous, du lourd. Ok, oui, mais avant, pour vous expliquer vraiment à quoi ressemble la Terre, souvenez-vous de ce que disait Jacques Bergier. Il est difficile de répondre à cette question sans rentrer dans des mathématiques extrêmement compliquées. Mais disons tout de même que les mathématiciens connaissent ce qu'ils appellent des surfaces de Riemann. Alors, pour vous dire ma façon de concevoir la Terre, je suis obligé de vous parler, moi, des Sims, de Pac-Man. Je suis obligé de vous expliquer en quoi consistent ces surfaces de Riemann. Et puis, il faut que je vous raconte une autre histoire, une histoire de mathématiques, car finalement, tout est mathématique dans ce monde, et je n'invente rien, ils sont très nombreux avant moi à l'avoir remarqué. C'est l'histoire d'un homme hors norme, hors du commun, un homme d'exception, John Forbes Nash. Des mathématiciens ont gagné la guerre. Des mathématiciens ont déchiffré les codes des Japonais et mis au point la bombe. Des mathématiciens comme vous. Le but avoué des soviétiques est le communisme global. En médecine ou en économie, dans la technologie ou dans l'espace, on positionne les lignes de défense. Pour triompher, il nous faut des résultats publiables et applicables. Mais lequel d'entre vous sera le prochain Morse? Le prochain Einstein? Lequel d'entre vous sera un pionnier de la démocratie, de la liberté et de la découverte? Aujourd'hui, nous remettons l'avenir de l'Amérique entre vos mains expertes. Bienvenue à Princeton, messieurs. Né en 1928, Nash va connaître une carrière mathématique fulgurante de tout premier plan au sein des laboratoires les plus prestigieux. MIT, Courant Institute, Princeton. Ses publications dès les années 50 feront sa renommée dans le monde des mathématiciens du XXe siècle. Nash a travaillé dans le domaine de la théorie des jeux, ce qui lui vaudra son prix Nobel d'économie. Mais ce n'est pas ici ce qui nous intéresse. En fait, en 1953, alors qu'il est encore un très jeune et impétueux mathématicien à qui ses collègues veulent rabaisser le caquet, il est mis au défi de résoudre un problème géométrique qui jusque-là a résisté aux assauts des meilleurs, le problème du prolongement isométrique des variétés riemanniennes. Et là où tous les autres vont échouer avant lui, Nash va réussir. Autrement dit, il va comprendre avant tout le monde et schématiser la forme mathématique la plus proche de ce à quoi ressemble la Terre. Seulement, problème. Quelques années plus tard, en 1959, il fait une première crise de schizophrénie paranoïde aiguë. Il déclinera par lettre un poste de professeur à l'université de Chicago en déclarant qu'il s'attendait à bientôt être nommé empereur de l'Antarctique. L'Antarctique, décidément. Le continent le plus mystérieux de la planète. Enfin, en tout cas pour les platistes, c'est le pourtour du disque plat. Et pour l'amiral Byrd, une porte vers d'autres terres inconnues, immenses et aux ressources inépuisables. Je vous renvoie au premier épisode de la saison 1 des Rendez-vous avec Roch. Durant 9 ans, il va subir les pires traitements psychiatriques de l'époque. Électrochoc, mais aussi et surtout la terrible thérapie de choc à l'insuline. Le vrai cauchemar de la schizophrénie, c'est qu'on ne sait plus ce qui est réel. Imaginez que vous appreniez tout à coup que les gens, les endroits et les moments les plus importants pour vous ne soient ni passés, ni morts, mais pire. Imaginez qu'ils n'aient jamais existé. Vous seriez vraiment en enfer.
injection de l'insuline. 8h42 matin. Combien de fois? 5 fois par semaine, pendant 10 semaines. Mais au-delà de ça, faut-il s'étonner du fait que l'homme qui, par abstraction mathématique, a vu la Terre le premier, en approchant sa forme véritable au plus près, faut-il s'étonner que cet homme ait été frappé dans la foulée d'une telle maladie? En effet, la sublime connaissance ne reste jamais impunie. Les schizophrènes ne côtoient-ils pas les démons et les dieux? Au bout de 9 ans, Nash va finalement apprendre à vivre avec sa maladie dans une extrême pauvreté. Puis, en 1990, il va connaître une guérison spontanée qui sera définitive dans le milieu de la décennie. Il reçoit son prix Nobel en 1994 pour ses travaux réalisés 40 ans plus tôt. Merci. J'ai toujours vénéré les nombres. Dans les équations et la logique qui mènent à la raison. Mais après toute une vie d'investigation, j'ignore encore à quoi nous sert la logique. Qui régente la raison? Ma quête m'a emmené dans l'univers physique et métaphysique, dans l'illusion, et m'en a ramené. J'y ai fait la plus importante découverte de ma carrière, la plus importante découverte de ma vie. Il n'y a que dans les mystérieuses équations de l'amour que l'on peut trouver raison et logique. Si je suis ici ce soir, c'est grâce à toi. Tu es ma raison d'être. Tu es toutes mes raisons. Merci. Puis en 2015, il reçoit le prix Abel et il meurt moins d'un mois plus tard dans un accident avec son épouse. Il y a des destins difficiles et certaines découvertes interdites se payent au prix fort.
A-t-il payé pour voir, pour avoir vu ce qu'il ne devait pas voir? Ce que Nash a résolu, il a résolu le problème du tort carré plat, tout simplement. Vous savez, Pac-Man. Enfin, pas tout à fait Pac-Man, mais d'autres personnages de jeux électroniques qui, vous savez, sortent d'un côté de l'écran et réapparaissent de l'autre côté aussitôt. Haut, bas, droite, gauche et vice-versa. Pac-Man, quant à lui, le pauvre ne peut se déplacer qu'à travers deux côtés de l'écran. Il est bloqué en haut et en bas par des barrières infranchissables. Dans le cas du tort carré plat, les personnages peuvent sortir et réapparaître par les quatre côtés. Cette configuration de déplacement des personnages de jeux vidéo n'est pas logique et n'a pas de sens dans notre réalité. Eh bien, Nash a donc réussi à recomposer la forme exacte, la forme réelle, et respectant la logique qui emprisonne ces personnages dans les déplacements tels qu'on les voit. C'est comme s'il avait réussi à déformer l'écran plat pour l'introduire dans la troisième dimension de façon à reconstituer concrètement les jonctions nécessaires à la continuité du déplacement d'un être bidimensionnel enfermé dans un tort carré plat. Essayez chez vous pour voir, avec une feuille de papier. Oui, Nash, c'est vraiment du lourd. Donc, vous l'avez compris, cela consiste dans un premier temps et en toute logique à rejoindre le haut de la feuille avec le bas et à coller les deux côtés ensemble. La forme qui se dessine est celle d'une bouée. Sauf que cette transformation en forme de bouée impose un inconvénient majeur. La forme ne respecte pas les dimensions originelles de l'écran carré plat. En conséquence, le personnage qui sortirait par le côté droit ou gauche disparaîtrait un petit moment avant de réapparaître de l'autre côté du fait que l'écran carré ne peut afficher les zones d'allongement des distances que l'on constate sur les côtés. La bouée ne donne donc pas une représentation fidèle du tort carré plat. Elle génère une distorsion, une anomalie systémique que l'on constate avec la disparition plus ou moins longue du personnage lorsqu'il sort de l'écran sur le côté. Un laps de temps s'écoule avant qu'il ne réapparaisse. Comment régler ce problème des distances faussées? Autrement dit, comment représenter un tort carré plat sans déformer les longueurs? Et sachez que cet exemple n'est juste qu'un des aspects du théorème que Nash était au défi de résoudre. Et il va être si brillant qu'il va bouleverser complètement les certitudes que les mathématiciens s'étaient forgées sur le sujet des plongements isométriques. Mikhail Gromov, considéré comme l'un des plus grands géomètres contemporains, dira de Nash « Beaucoup d'entre nous ont la capacité de développer des idées, nous suivons des chemins balisés par les autres, mais presque personne parmi nous ne pourrait produire quelque chose de comparable à ce que Nash a produit. Il a complètement changé la perspective. » Ce que Nash découvre, c'est que les plongements isométriques sont incroyablement nombreux. Si nous ne les voyons pas, si nous passons systématiquement à côté, c'est tout simplement parce que notre intuition est bien trop polissée pour imaginer leur présence. De plus, la forme de ces plongements isométriques doit être lisse et grumeleuse à la fois. Un paradoxe. Dans les années 50, on sait donc, grâce à Nash, qu'il existe une infinité de représentations respectant les longueurs du tort carré plat. Mais on est incapable d'en dessiner une seule. Il faudra attendre bien des années plus tard et recourir à l'ordinateur pour qu'une équipe réalise enfin un programme qui nous permette de reproduire la vision à la fois infinie et fractale de la réalité telle que Nash la concevait. Ainsi, et là je reviens sur notre problématique terrestre, les univers parallèles sont partout autour de nous. Nous les enjambons constamment, car l'espace qui nous entoure est comme une feuille repliée sur elle-même, des millions et des millions de fois. À chaque microseconde, nous passons d'un univers à l'autre, d'un écran à l'autre, d'un miroir à l'autre, sans nous en rendre compte.
Vous n'avez jamais ressenti l'impression d'un déjà-vu? Vous n'avez jamais remarqué comme un flash de lumière l'impression d'un décalage infime dans un mouvement, un trajet en voiture qui s'effectue plus rapidement que d'ordinaire? La simulation n'est pas exempte de tout défaut. Il y a dans certaines zones ce qu'on pourrait appeler des pixels morts. En fait, nous ne nous rendons compte de rien, pratiquement. Ces bugs sont presque imperceptibles. Nous passons à côté et lorsque nous les remarquons, nous les oublions aussitôt. Il est très difficile de sortir de nos schémas d'illusion. Il arrive pourtant que certains bugs soient plus importants que d'autres lors de certaines mises à jour. Et dans ce cas, les plus éveillés relèvent des différences dans bien des domaines, et notamment touchant à la mémoire. Toujours selon moi, la Terre que nous connaissons serait juste une fractale d'un plus grand ensemble, une onde et des milliards de fréquences qui tourneraient en permanence sur elles-mêmes à la façon d'un tore avec effet de pas de vis. Nous évoluons donc dans une réalité riemannienne, sauf que pour nous, les accès au sud et au nord, c'est-à-dire en bas et en haut de notre écran, nous sont strictement interdits à cause des barrières des pôles. Et c'est d'ailleurs ce qui nous rapproche de la situation de Pac-Man. Tous les 1000 ans, nous avons fait un tour sur nous-mêmes et il se produit ce que j'appelle le blackout, un processus alchimique ressenti comme un blitz électromagnétique provoqué par une modification des fréquences à l'intérieur du tore même et qui impacte ce que nous appelons la matière. Tout le système sur la Terre est remis à zéro. Bon, ça calme un peu tout ça. Je vous vois froncer des sourcils derrière vos écrans, les paupières qui sont lourdes, les dents qui se touchent plus. On va passer, je vous rassure, à des questions plus piquantes et plus factuelles. Et puis tiens, je vais vous détendre un peu, je vais vous reparler de notre ami Mehrer. Vous savez, ce bon chef de chantier Mehrer qui a eu la gentillesse, un beau matin, d'enterrer toutes ses notes, une sorte de journal de bord, il y a 2500 ans. Et notamment, ces fameux papyrus dits de Khéops, dans lesquels il explique comment il transportait les pierres par le Nil pour construire la pyramide du même nom. Du haut de ses 146 mètres et de ses 5 millions de tonnes, la pyramide de Khéops est encore aujourd'hui le monument de pierre le plus imposant jamais construit sur Terre. Nous allons suivre des experts qui ont pu étudier des documents exceptionnels dans lesquels figurent des indications très précieuses sur les méthodes employées par les ouvriers égyptiens. C'est en effet dans un papyrus récemment découvert qu'une partie des techniques de construction ont été révélées. Grâce aux fouilles archéologiques et aux images de synthèse, nous verrons aussi comment les milliers de blocs de pierre ont été transportés. Vous allez comprendre par quels moyens incroyables les ingénieurs de l'époque ont détourné le cours du fleuve pour qu'il parvienne au plus près du plateau de Gizeh. Des découvertes qui permettent de faire toute la lumière sur les 23 années de travaux nécessaires à cette construction de tous les records. Armé de ces nouveaux objectifs, dévoiler les secrets des bâtisseurs égyptiens. C'est coincé. La découverte miraculeuse des papyrus de Khéops nous apporte donc la preuve que toute l'égyptologie attendait depuis toujours. Les pyramides ont été montées avec des pierres taillées dans des carrières lointaines et non pas avec des pierres moulées comme de plus en plus de chercheurs de vérité commençaient à le comprendre. C'est donc la découverte du siècle qui met un terme définitif au mystère entêtant de la construction des pyramides. L'Égypte expose pour la première fois depuis ce jeudi au Musée national du Caire le plus vieux texte écrit sur papyrus jamais retrouvé. Ce manuscrit rapporte le quotidien et le mode de vie des ouvriers du port de Wadi al-Jarf, au sud de Suez, qui ont pris part à la construction de la grande pyramide de Khéops à Gizeh il y a plus de 4500 ans.
Les manuscrits rapportent des statistiques et des travaux administratifs qui ont eu lieu pendant le règne de Khéops et mettent en relief le mode de fonctionnement du système administratif. Ils contiennent également les règles pour tailler la pierre et les projets de construction de la Grande Pyramide. Méticuleux, pointilleux, un gars qui a le souci du détail, Merer. Il compte tout caillou par caillou, genre un bon fonctionnaire à l'allemande, issu des grandes écoles de l'administration de l'Égypte antique façon Christian Jacques. Efficace dans la manœuvre, rigoureux, exigeant avec ses hommes, dur, mais sympa quand même, n'hésitant pas à mettre la main à la pâte, à la pierre de taille, pardon. Enfin, bref, à filer le coup de main quand c'est la bourre, quoi. Vous l'aimez bien aussi, Merer. Tout le monde l'aime bien, de toute façon. Le genre de chef avec qui on a plaisir à aller prendre un pot le samedi soir après une dure semaine de labeur. C'est qu'il faut les charrier tout de même sur le bateau, ces centaines de pierres taillées pesant chacune plusieurs tonnes. C'est pas comme s'il y avait des soucoupes volantes. Ça, c'est au Pérou, là-bas, même les momies sont extraterrestres. C'est trop facile, leur pyramide au Pérou. Mais en Égypte, c'est à peine s'ils connaissaient la roue. Si on en croit les scientifiques, ils en étaient encore au rondin de bois et à l'huile de coude. Bon, passons. Je m'échauffe. Merci, Merer. Merer, il mériterait qu'on retrouve aussi sa momie dans la foulée pour la peine. Bref, les papyrus de Khéops, faut le savoir, sont les plus vieux du monde. Les seuls de cette époque qui ont résisté à l'épreuve du temps. Coup de bol, non, heureusement. Heureusement qu'il n'écrivait pas sur des cahiers Clairefontaine. Pas bête, Merer. Bon, soyons sérieux, 2 minutes. Ça, c'était vraiment juste pour vous réveiller. En tout cas, il y a une chose symptomatique dans toute cette histoire, ce que j'appelle le clin d'œil de la matrice. Le croirez-vous si je vous dis que le découvreur de ces papyrus, un égyptologue français, s'appelle Pierre Talley, à ne pas confondre avec Pierre Taillé. Mais tout de même, c'est un bon moyen mémotechnique pour ceux qui ont des problèmes avec les noms. Là, les gamins qui se planteraient en histoire au bac, franchement, ils n'auront vraiment pas d'excuses s'ils nous parlent encore de Pierre Moulet. Désolé, dès que je parle de Merer, c'est plus fort que moi. Mais la question qui me vient, moi, c'est comment des papyrus datant soi-disant de 2500 ans, datant donc de la prétendue époque de Khéops, peuvent-ils nous parler de carrière de pierre taillée et de pyramides et du travail sur ce grand chantier, alors que toute personne, un tantinet sérieuse et cultivée, sait bien que Khéops, si seulement il a vraiment existé, n'a de toute façon jamais construit aucune pyramide. Et là, je dois, une nouvelle fois, vous raconter une drôle d'histoire. En 1836, le colonel anglais Howard Wise arrive en Égypte. À la tête d'une équipe d'ingénieurs, il commence ses fouilles à l'intérieur de la grande pyramide, mais il ne trouve rien. À côté, sur le site, les équipes italiennes n'arrêtent pas de faire des découvertes qui soulèvent l'admiration de tous et qui multiplient surtout la générosité des investisseurs. Pour Wise, la pêche est peu fructueuse. Un panier en osier dans une chambre de la reine, vide. Wise, qui a de l'ambition, qui descend d'une famille prestigieuse, ronge son frein. Il espère vraiment faire une découverte exceptionnelle qui fera entrer son nom dans l'histoire. C'est même pour lui une obsession. Il y croit encore. Il croit vraiment, le colonel Wise. Et le succès de toutes les autres équipes autour de lui, ça le rend fou. La situation est d'autant plus désespérée que les investisseurs qui financent ses recherches sont sur le point de le lâcher. Il fouille, refouille dans des zones déjà découvertes avant lui, sans jamais rien trouver, notamment dans la première chambre de décharge, au-dessus de la chambre du roi. Cependant, au moment où tout le monde est sur le point de l'abandonner, la chance lui sourit enfin. En partant de cette première cavité, la première chambre de décharge, il va mettre à jour les 4 chambres de décharge situées juste au-dessus de la première. Ces 4 chambres n'ont jamais été ouvertes avant lui. Et là, surprise, sur les parois de ces 4 chambres de décharge, il découvre des graffitis laissés par des ouvriers qui ont forcément travaillé à la construction de la pyramide.
Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais je vous le signale que la Grande Pyramide ne contenait jusqu'alors aucune inscription, aucune peinture, aucune fresque. Pas plus d'ailleurs que la première chambre de décharge découverte bien avant Wise. Cette découverte inattendue de graffiti, présent uniquement dans les 4 chambres découvertes par l'équipe de Wise, est donc vraiment extraordinaire. Pourtant, Wise ne parlera pas de ces inscriptions le jour même dans son journal. Il ne les mentionnera que le lendemain, après avoir fait visiter la cavité à des collègues pour qu'ils puissent témoigner de sa découverte. À la suite de quoi, il découvre une seconde chambre de décharge qui contient elle aussi des graffitis, et ainsi de suite jusqu'à la 5e. Dans les premières chambres, les graffitis ne présentent guère d'intérêt. Au mieux, on peut y lire quelques noms de chefs de chantier. Oui, je sais ce que vous pensez, mais non, l'histoire ne dit pas si le nom de Mehrer figure parmi les graffitis. Ce que nous dit l'histoire, en revanche, c'est que dans la 5e chambre, la 4e découverte par Wise, se trouve enfin le jackpot, des inscriptions au nom du pharaon Khéops. C'est cette découverte qui permettra d'attribuer un nom au constructeur de la Grande Pyramide. Toujours est-il que ces graffitis inscrits grossièrement à la peinture rouge contiennent une faute monumentale. En tout cas, si l'on s'en tient aux copies que réalisera Wise dans son journal et ses rapports. En fait, on trouve le nom de Khéops écrit sous différentes formes dans cette chambre, mais toujours avec des fautes. C'est un peu dommage. On trouve le KH de Khufu, dénomination grecque de Khéops, parfois avec 2 traits au milieu d'un cercle, d'autres fois avec un point, et une autre avec une espèce de croix ou gribouillis. Mais en tout cas, jamais de la bonne manière, c'est-à-dire avec 3 traits horizontaux dans un cercle. À l'époque de Wise, seulement 2 livres existaient sur l'écriture hiéroglyphique. Materia Hieroglyphica de Sir John Gardner et Wilkinson, datant de 1823, et Voyage de l'Arabie Pitry par Léon de la Borde. Or, le second livre a dû copier sur le premier puisque les 2 présentent la même faute sur le nom de Khéops. Khéops est écrit avec un point dans le cercle qui correspond à Ra et non à Ke. C'est en tout cas sur la base de cette seule découverte des graffitis du colonel Wise qu'à partir de 1837, la Grande Pyramide allait prendre le nom de pyramide de Khéops. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai en tête une toute autre histoire. Wise a-t-il finalement compris quelque chose en observant ses collègues triomphants et collectionnant découverte sur découverte? A-t-il eu vent de quelques rumeurs sur un habile réseau d'imposteurs trafiquant de fausses antiquités et engrangeant des sommes juteuses? De toute façon, il n'a pas la confiance de ce réseau éventuel et il ne peut donc pas faire appel à eux. Et il ne peut pas non plus rivaliser avec les trésors que les autres équipes n'en finissent plus de sortir de terre. Je ne sais pas. Toujours est-il que, dégoûté par le comportement de ses pairs, lui qui croyait et aimait vraiment l'égyptologie, par dépit, et puisque les autres faisaient bien pire encore, j'imagine qu'il a eu l'idée de réaliser lui-même ses graffitis. Des graffitis, en égyptologie, c'est un peu la découverte du pauvre, d'accord. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Alors Wise a sans doute commencé petit avec des inscriptions insignifiantes dans les premières chambres, histoire de tâter un peu le terrain. Et puis, enhardi par la validation de ses collègues, il a pris confiance. Comme on dit, tant que je gagne, je joue. Et avec une certaine audace, sans doute en se sentant pousser les ailes de la gloire, il a osé franchir le pas avec les fameux cartouches de Khéops, copiant avec application sur les ouvrages qu'il avait sous la main et forcément en dupliquant leurs fautes d'orthographe.
il se peut que Weiss ne soit pour rien dans cette histoire et qu'un des membres de son équipe, lassé de tous ses échecs, ait perpétré ses malversations à son insu. Pour nous, c'est du pareil au même. Curieusement, les photos actuelles de ces fameux graffitis ne correspondent plus au dessin de Weiss effectué d'après son relevé et sa copie dans son journal. Regardez donc l'agrandissement de ce détail du dessin de Weiss. Quelqu'un est-il passé depuis pour corriger l'erreur ? Je vous invite à regarder les choses autrement, tout en vous encourageant à rechercher les informations par vous-même. Ne vous contentez pas de preuves toutes faites. Pensez-vous vraiment que je me permettrai d'être aussi critique aujourd'hui vis-à-vis de certaines preuves que nous assène la science tous les jours, si je n'avais pas observé durant toutes ces années des incohérences, des contradictions et des approximations incroyables ? Ne vous contentez pas non plus de ce que je raconte. Ne marchez dans aucun système. Remettez tout en question. Chacun doit trouver ses propres références sur son chemin et devenir son propre référent. C'est ainsi que l'on se construit une pensée adulte, libre et autonome. Ne sombrez pas non plus dans la certitude qui est la sœur de l'intolérance. Restez ouverts et respectez ceux qui ne pensent pas comme vous. Dans ce monde, vous vous trouvez devant quelqu'un qui joue avec un tas de cartes à gratter et qui tombe à chaque fois sur un gain de 10 000 €. Vous avez deux façons de voir les choses. Soit vous avalez tout en vous disant « c'est formidable, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il a de la chance ». Soit vous vous dites qu'il y a un truc et que quelqu'un, pas forcément celui qui gratte, vous prend pour un jambon. Celui qui gratte, s'il n'est pas à l'origine du truc, aura d'ailleurs naturellement tendance à croire en sa chance. Et quand vous aurez opté pour l'un des deux comportements, gardez encore une place pour le doute et dites-vous que vous n'avez pas forcément raison. Revenons à présent à notre ami Mehrer. Cette affaire est la démonstration de ce que je vous ai déjà expliqué sur le mécanisme du mensonge. Un mensonge vient toujours en couvrir un autre. Et les deux réunis, par confirmation réciproque, tendent à se transformer avec le temps en vérité. Et quand les mensonges sont légion et qu'ils perdurent depuis des siècles, aucune personne raisonnable ne viendra plus les discuter. Il faut qu'un fou se lève, quelqu'un dont c'est le rôle, un mouton noir qui accepte à l'avance de prendre des coups et de devenir la risée du troupeau, de déplaire aux moutons dociles et d'exciter aussi la haine des moutons récalcitrants qui s'accrochent à ces pyramides aussi, comme à la prunelle de leurs yeux avides de civilisations fantastiques, de lévitation, d'extraterrestres et de soucoupes volantes, sans réaliser que la pyramide est justement le symbole du pouvoir absolu sur la terre et qu'ils sont programmés pour l'adorer tous. Il faut un fou pour soudain clamer haut et fort que toute la civilisation égyptienne a pris naissance au XVIIIe siècle dans l'imagination des porteurs de la seconde Renaissance. Car le père de ce monde est le père du mensonge. L'enchevêtrement des impostures, des faux, ne fait toujours pas la vérité, même s'il en a tout l'air, même si les découvertes semblent parfaitement s'imbriquer et trouver leur juste place dans le puzzle. Nous devons d'abord comprendre que le puzzle a été monté de toutes pièces. Tout cela n'est qu'un enfumage des couches de maquillage qui se superposent et qui pourtant finissent inévitablement par se contredire. Hola Rock, t'es bien sympa avec tes papyrus, mais les pierres gigantesques, tu ne peux pas dire qu'elles ont été moulées. Que fais-tu de l'obélisque d'Assouan qui est encore logé dans sa carrière? C'est bien la preuve que ces pierres sont taillées, on devine même la méthode utilisée. Ouais, le coup de la pierre abandonnée dans sa carrière, un classique. On retrouve ça aussi sur l'île de Pâques et un peu partout dans le monde. Mettez-vous à la place de ceux qui détiennent le grand secret alchimique de la pierre philosophale, la pierre moulée, le secret du grand architecte, le grand secret des francs-maçons. Vous êtes au XVIIIe siècle, XIXe, et vous vous préparez à régner sur le monde. Votre supériorité sur les peuples, vous la tenez de ce secret. Et ce secret, il faut qu'il en impose. Et pour en imposer, personne ne doit le découvrir.
alors vous allez non seulement supprimer toute trace du mode opératoire, du grand œuvre que vous accomplissez, faire en sorte de n'en laisser aucun témoignage, et vous allez au contraire laisser à la vue de tous des éléments qui entraîneront les chercheurs sur de fausses pistes. C'est exactement ce que font les prestidigitateurs en occupant votre attention ailleurs. C'est exactement ce que font les criminels qui effacent leurs empreintes et déguisent la scène de crime en semant de faux indices pour égarer les enquêteurs sur une voie de garage. Ces pierres titanesques, encore logées dans les crins de leur carrière naturelle, n'ont pas été abandonnées du jour au lendemain par hasard ou à la suite d'une grève illimitée ou d'une crise, ni parce que tout à coup on a jugé qu'elles étaient trop lourdes. Elles sont là pour ça, pour vous détourner de l'évidente vérité. C'est leur absence au contraire qui aurait soulevé votre curiosité et vous aurait conduit tout droit vers l'élucidation du mystère. Ainsi, à la lumière de ce que je viens de vous raconter sur Wise, soit ce sont les papyrus qui mentent, et alors Merer confine au génie pour avoir su si longtemps à l'avance que notre science moderne attribuerait la pyramide à Khéops par un tour de passe-passe, soit nous devons conclure que ces papyrus sont des faux. Et là, c'est le faussaire qui est un génie pour avoir si bien su tromper les experts. Il est important que je vous dise que la découverte des papyrus de Khéops ne s'est pas faite du premier coup. Elle a été progressive. Les chercheurs ont d'abord trouvé des papyrus vierges, puis quelque temps plus tard, des fragments de papyrus contenant des registres de comptabilité, et enfin, des morceaux de plus en plus importants. En fait, les découvertes se sont accélérées les 15 derniers jours de la mission, et le lot le plus important, celui des papyrus de Khéops, a été mis au jour le 1er avril. Un autre clin d'œil de la matrice. Ce n'est pas tant la date du 1er avril qu'il faut retenir, c'est la chronologie des découvertes. C'est toujours le même schéma. Souvenez-vous des graffitis de Wise. Souvenez-vous aussi d'Howard Carter avec sa découverte du tombeau de Toutankhamon. Avec les papyrus de Merer, les choses se sont passées exactement de la même manière. D'abord, les égyptologues découvrent des papyrus vierges, glissés là par des faussaires, pour voir si ça passe et pour conditionner celui qui découvre. Puis, des papyrus de comptabilité, toujours pour voir si ça passe, et pour faire monter la mayonnaise. Et enfin, quand tout est passé, cette fois on envoie du lourd, les papyrus de Khéops, qui ont été crédibilisés par les petites découvertes précédentes. Les découvreurs, quant à eux, ont été préparés psychologiquement et ils ne sont plus en mesure de se poser des questions. Ils n'ont plus aucune raison de douter. Leur vigilance et leur prudence ont été lentement mises en sommeil. Tout leur semble logique. C'est un processus de manipulation basique. Souvenez-vous, dans le précédent épisode, je vous parlais de la queue d'un petit dinosaure à plumes de 90 millions d'années découvert dans l'ambre. L'information est passée, la science a validé. Que s'est-il passé alors ? Quelques mois plus tard, les mêmes faussaires ayant pris confiance mettaient en circulation cette fois un oisillon du Jurassique complet dans l'ambre. Ça se passe toujours comme ça, et c'est de plus en plus fort à chaque fois. The road will be narrow till the moon gets yellow. Bag of lies will have no use. Said the people already choose. Sharpen your arrow through and wake up tomorrow. Ready for trouble, we're gonna struggle. Nation never say so. Resistance, everyone I know now. Governmental lie. I see the slopping and say so. Babylon I run down. See the stone is rolling and rolling. Pourra peut-être nous expliquer. Non, mais je vais la refaire sans... parce que j'ai peut-être sans faire le truc de fout à cagoule. Parce que normalement, à 2 reprises, t'as fout à cagoule.
Apparemment, cette séquence était tournée en direct.